niveau corporé de tout ce qui est formation et développement. Dans ce contexte-là, nous avons un partenariat avec l'Alliance française et je dirais que nous sommes aujourd'hui très contents de voir quelques visages parce que je sais que c'est la rentrée, que le timing est fort serré. Mais on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le professeur Damien Ernst, désolé, on ne sait jamais. On fait toujours du mal avec des noms germaniques. Et alors je dirais qu'il va mieux se présenter lui-même et il va vous parler de son domaine. Merci, merci de m'inviter, merci à l'Alliance française, merci à la Commission aussi de m'accueillir et on va parler énergie et climat un petit peu. On commence par le climat, c'est l'accroche. Donc ça, vous avez deux courbes de température. La courbe verte, c'est les températures moyennes observées en Arctique au cours des différents mois de l'année entre 1958 et 2002. Et la rouge, c'est la courbe de température observée en 2017. Et il y a un truc vraiment très très frappant qui s'est passé l'année passée, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est des immenses déviations de température observées en Arctique par rapport à la moyenne. On ne parle pas de déviation de 1, 2, 5 degrés, ni même 10 degrés ou 15 degrés, on est allé jusqu'à 25 degrés de déviation par rapport à la moyenne. Donc vraiment de l'inédit au niveau évolution des températures en Arctique. Et on a observé un même phénomène inédit au niveau des glaces qui couvrent les surfaces des mers et des océans, qui sont représentées au cours des différentes années par ces courbes ici. Et la courbe vraiment qui sort de ce paquet de spaghettis de courbes, cette courbe rouge, c'était l'année 2017. Ce sont les mois ici d'octobre, on va dire à début décembre, qui sont vraiment extrêmement différents de ce qui était observé précédemment. Donc un record historiquement bas de glace formée dans les océans. Et donc, une des grandes craintes en fait des scientifiques qui font des modèles en fait prédictifs pour voir la relation entre CO2 et température, c'est de se dire mais peut-être que dans nos modèles, on n'a pas pris en compte des phénomènes physiques qui pourraient à un moment donné très fortement accélérer le réchauffement climatique. Un des premiers phénomènes physiques, c'est ce phénomène lié à la réflexion en fait du soleil sur les glaces. Quand vous avez une mer en fait gelée, la couleur est blanche. Donc quand le soleil, donc ça veut dire une couleur blanche, ça veut dire ça équivaut en fait à une forte réflexion solaire. Lorsque vous avez la glace qui fond, dû au réchauffement climatique, la surface de l'eau devient beaucoup plus foncée et absorbe donc beaucoup plus d'énergie du soleil. Et donc cette énergie du soleil elle-même accélère en fait la fonte des glaces. Et si vous accélérez la fonte des glaces, ça augmente encore la quantité d'énergie solaire que vous savez capturer et ainsi de suite. Vous avez un phénomène non linéaire d'instabilité qui s'enclenche. C'est pas le seul, c'est pas le seul. Je pense qu'entre 10 et 20 mécanismes de ce type-là ont été listés, 10 à 20 mécanismes qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Un autre, c'est la fonte de la permafrost. Okay. Donc c'est ce sol qui est gelé en permanence. Réchauffement climatique, ça commence à fondre, et quand ça fond, ça émet énormément de CO2 et de CH4, de méthane. CH4 qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Et on observe à l'heure actuelle la fonte de la permafrost. Donc si vous vous promenez en Sibérie, bon ça ne doit pas arriver tous les jours, vous pouvez rencontrer ce type de bulle-là, donc c'est plusieurs mètres de diamètre, c'est une dizaine de mètres de diamètre cette bulle-là, et en fait c'est une bulle qui s'est formée à cause du méthane qui aimerait bien sortir de la permafrost et qui est retenu par la surface en fait du sol. Ouais. Bon, si vous avez un trou dans cette bulle et que vous fumez, vous allez comprendre réellement que le tabac nuit à la santé. Ouais, ça c'est clair. Alors, un autre mécanisme, un peu moins connu, celui-là, c'est un mécanisme lié à l'apparition de micro-organismes et de poussière sur la glace. Dès que vous commencez à voir
un petit réchauffement. Hein. Donc vous avez de l'eau qui se forme sur la glace. Hein. On parle ici par exemple de la calotte glaciaire qui couvre le Groenland. Vous avez des micro-organismes qui naissent en fait dans cette glace, qui sont souvent un peu de couleur noire. Et donc ces micro-organismes étant de couleur noire, enfin foncée, captent en fait l'énergie lumineuse, et donc ça provoque un réchauffement local autour de ces micro-organismes, qui fait en sorte que la glace a tendance à beaucoup plus fondre autour de ces micro-organismes-là, et vous observez de par là même des trous qui se forment dans la glace, des petits trous qui se forment dans la glace, qui accélèrent vraiment la fonte de la calotte glaciaire. C'est ce type-là, hein. Ce sont ces trous-là. À l'intérieur, vous avez des micro-organismes, c'est des trous comme ça dans la glace qui se forment, qui accélèrent énormément le réchauffement. Et donc tout ça est fortement inquiétant, je pense très très fortement inquiétant, surtout ce qui a été observé l'année passée. Et donc ça conduit nos sociétés à vouloir décarboner complètement leur économie. Donc ne plus produire de gaz à effet de serre. Et on dit décarboner. Pourquoi? Parce que le gaz à effet de serre principal qu'on produit, c'est du CO2, du dioxyde de carbone. Et donc voici ici sur ce graphique nos émissions de CO2 hein, par secteur, de gaz à effet de serre par secteur. Donc vous avez d'abord tout ce qui est, hein, cet immense morceau de tarte correspond à tout ce qui est lié à la production d'énergie. Okay. L'autre gros morceau de tarte ici, c'est tout ce qui est lié au transport, donc avion, bateau, voiture. Puis vous avez une partie pour l'industrie, les processus industriels, une partie pour l'agriculture. On les vaches, hein, donc ça il faut pas se leurrer. Hein, si vous n'êtes pas végétarien, rien que votre régime provoque quand même l'émission de pas mal de gaz à effet de serre. Hein, surtout si vous mangez beaucoup de viande. Pourquoi? Parce que ces animaux-là, les vaches, les bœufs produisent beaucoup de CH4. Et une partie liée à ce qui est, hein, donc une partie des émissions liées aux déchets. Maintenant, on parle en fait d'une diminution de nos gaz à effet de serre de 90-95%, voire plus. Hein. Bon, au niveau de waste management, des déchets, ça va être difficile d'y aller. Hein. Au niveau des vaches, il va falloir changer complètement nos régimes. On n'a peut-être pas envie d'y aller dans cette direction-là. Hein. On va dire, on laisse ces deux morceaux de tarte comme ils sont. Et donc, il est clair que si vous voulez descendre, hein, diminuer vos émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 90-95%, tout ce qui touche à l'énergie, je dis vraiment bien tout ce qui touche à l'énergie, doit être totalement décarboné. Totalement décarboné. Donc, ça veut dire que ce morceau de tarte ici, doit complètement disparaître. Et je vous pose une question. Quels sont les 3 moyens crédibles, je dis bien crédibles par rapport à nos besoins en énergie, pour pouvoir décarboner complètement le secteur de l'énergie? On m'a dit qu'il y avait des gens de la DG Énergie qui étaient ici, hein, dans la salle. Donc, est-ce qu'ils se lancent? Il y a vraiment 3 moyens qui sont crédibles à l'heure actuelle. Oui, le renouvelable. Attendez, je vous dis. Oui, mais dans le renouvelable, la biomasse ou bien quoi vraiment? Non, le solaire et le photovoltaïque. Solaire et photovoltaïque. Solaire, oui, solaire photovoltaïque, je les mets ensemble. Et l'autre? L'éolien. Oui, ça c'est bon. Donc on en a 2 sur les 3. Et le troisième, quel serait le troisième moyen crédible pour décarboner notre économie, monsieur, là? Oui, le nucléaire. Oui. Oui, bien sûr, il y a l'efficacité énergétique. On peut en discuter. J'attends toujours de voir un pays qui est vraiment capable de décorréler consommation énergétique et PIB. Hein. On a une décorrélation émissions de CO2 PIB, j'y crois. Consommation énergétique PIB, j'attends de voir. Peut-être, mais en tout cas, au niveau des productions, c'est vraiment ça. Les coûts pour le nucléaire, qu'est-ce que c'est, hein? On parle toujours en euros par mégawattheure quand on est dans le secteur de l'électricité, maintenant de plus en plus aussi quand on est dans le secteur de l'énergie en général. Donc c'est un mégawattheure, c'est une source d'1 mégawatt qui produit de l'énergie pendant 1 heure, en fait. Hein, et donc c'est cette quantité-là.
Pour vous donner un exemple, une centrale nucléaire, un réacteur nucléaire classique type 2, c'est 1000 mégawatts. Donc sur une heure, il va produire 1000 mégawattheures. Une éolienne, on va dire les plus grosses onshore, vous êtes autour de 7,5 mégawatts. Ça va? Le nucléaire, le coût, entre 60 et 120 euros par mégawattheure. C'est plus ou moins ça le prix. 60 euros, c'est quand les Chinois les construisent. Non, c'est vrai, c'est quand les Chinois... 120 euros et beaucoup plus, il y a des Français dans la salle. Ah oui, c'est l'Alliance française, il y a des Français. C'est quand ça arrive et qui sont à la manœuvre, hein, donc des choses comme ça. Je dis beaucoup plus parce que, comme ils construisent, ils n'ont pas réussi encore à avoir quelque chose qui fonctionnait avec leur EPR. Ça peut même aller, hein, d'un point de vue purement mathématique, jusqu'au coût infini, hein, parce que quand vous payez quelque chose et pour avoir quelque chose, vous n'avez rien, vous faites de la division, c'est infini, hein. L'énergie éolienne, 25 euros par mégawattheure jusqu'à 140 euros par mégawattheure. 25 euros, c'est vraiment les parcs onshore localisés dans de très très beaux endroits, de très grands parcs. Je pense notamment à des projets qui ont eu lieu au Maroc sur la côte atlantique. 140 euros, c'est le prix de l'éolien offshore maintenant en Europe. J'ai envie de dire lorsque le gouvernement se fait avoir. Hein, le gouvernement se fait avoir, c'est vraiment ça. Je vais pas dire du mal encore des Français, mais je pense que vous êtes toujours en train de signer aux alentours de 140 euros par mégawattheure. Les Belges aussi, on s'est fait avoir, on a signé 123, 128 récemment, mais on voit bien que pour les nouveaux parcs en Belgique, on sera plus autour de 70 euros par mégawattheure. L'énergie solaire, les records de prix maintenant au niveau du solaire, hein, tourne autour de 26 euros par mégawattheure. Donc c'est des appels d'offres qui sont faits. Dit voilà, celui qui est capable de produire au prix le plus bas, enfin qui accepte. Enfin la compétition a lieu sur le prix de rachat de l'électricité. Et celui qui gagne, c'est celui qui propose le prix le plus bas. On voit des prix arriver dans l'ordre de 26 euros par mégawattheure dans l'ordre du Moyen-Orient, jusqu'à 130, on va dire, en Europe. Pour le grand PV, maintenant en Allemagne, j'ai vu des prix passer qui sont de l'ordre de 80 euros par mégawattheure. Et l'Allemagne n'a pas le même niveau d'ensoleillement que l'Espagne ou l'Arabie Saoudite. Donc à très court terme, même en Europe, dans le sud de l'Europe, je vois venir des prix pour le Utility Scale PV qui a énormément diminué en coût, comme le montre ce graphique-ci. Je vois des prix arriver de l'ordre de 40 euros par mégawattheure. Maintenant, on parle, voilà, ça c'est les coûts au niveau du renouvelable, mais combien est-ce qu'on consomme réellement d'énergie? Et c'est une autre question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous savez combien vous consommez d'énergie par jour? Je ne parle pas d'électricité, votre consommation énergétique. Et je vais vous demander une réponse en kilowattheure par jour. En kilowattheure par jour. Combien est-ce que vous consommez en kilowattheure par jour? Un ordinateur, hein, tout le monde a un ordinateur portable ici, c'est plus ou moins 40 watts. Quand vous travaillez, hein, si vous avez, enfin, s'il en veille, c'est beaucoup moins. 40 watts. Donc sur une journée, c'est 40 watts fois 24 heures. Hein, donc ça vous fait plus ou moins 1000 watts-heure, donc plus ou moins 1 kilowattheure. Donc je vous demande en kilowattheure, combien d'énergie consommez-vous sur une journée en moyenne? France et Belgique, c'est plus ou moins la même chose. Qui veut se lancer avec un chiffre? On peut faire un petit sondage. Hein. Entre 1 et 10, qui lève la main? 2, entre 10 et 20? 20 et 40? 40 et 60? 60, 80? 80, 120? 80, 120? 120, 150? Personne? 150 kilowattheures par personne par jour, en fait. Hein. C'est ça votre consommation. Tout au niveau énergétique. Tout, la totalité, c'est ça. Tout. Donc, en fait, votre signature énergétique, c'est 150 ordinateurs qui fonctionnent tout le temps. 150 ordinateurs. Allez, on les mettrait l'un à côté de l'autre. Ici, dans cette pièce, on en met 30, 40, là, comme ça. C'est au moins 3 rangées comme ça d'ordinateurs. C'est énorme. C'est ça votre signature énergétique. Hein. Donc, en Belgique, on est plus ou moins 11 millions d'habitants. C'est 600 TWh en Belgique. Retenez bien 600 TWh.
Et donc 600 TWh, c'est beaucoup comparé aux 80 TWh d'électrique. Donc il y a une immense confusion qui est créée comme ça dans le secteur de l'énergie. Hein. Les gens sont parfois surenthousiastes par rapport à ce qui a été fait au niveau du renouvelable. Là, ils allument la météo, ils regardent la météo sur la TV. Il y a un petit spot qui vous dit aujourd'hui peut-être 15%, 20% de notre électricité a été générée par des sources d'énergie renouvelable. Ils sont tout contents. Ils se disent on a un cinquième de la transition énergétique. Pas vraiment un cinquième, parce que c'est un cinquième de la partie électricité, c'est pas un cinquième de la partie énergie. Donc vous êtes plutôt à un 35e du travail. Un 35e du travail. Alors, en Belgique, je pose des questions belges, pour les Belges, on a à l'instant 7 réacteurs nucléaires. 4 à Doel, en Flandre, 3 en Wallonie. Ils produisent 6000 mégawatts, quand toute la flotte tourne. Combien de réacteurs nucléaires faudrait-il pour un petit pays comme la Belgique, tout petit pays comme la Belgique, pour produire ces 600 TWh d'énergie? Et donc un grand pays comme la France, très nucléarisé, a pour l'instant une 60aine de réacteurs nucléaires en activité. Donc un petit pays comme la Belgique, combien de réacteurs nucléaires pour produire 600 TWh d'énergie? Et on va prendre comme réacteur nucléaire l'AP1000 de Westinghouse. Très très beau réacteur nucléaire. Non, c'est un très très beau réacteur nucléaire. Beaucoup de choix d'ingénierie très très malins. Donc combien est-ce qu'il en faudrait en Belgique? Oui, c'est pas loin de ça. En fait, il en faudrait 69 en Belgique. 69, oui. Donc ça veut dire si on reprend en Belgique nos 2 centrales de Tihange et Doel, là on en met 35 de chaque côté. C'est un site nucléaire, donc il est localisé le long d'une rivière, en tout cas en Wallonie, la Meuse. Donc c'est un site nucléaire, donc il y aurait 2 sites nucléaires dont la longueur serait de l'ordre de 10 à 11 km. Donc vous roulez en voiture, et vous longez la Meuse, 50 à l'heure, pendant quasi un quart d'heure, vous voyez des installations nucléaires. Un quart d'heure. Pourquoi est-ce que je spécifie ça? Parce que tout le monde voit que c'est plus ou moins impossible même à construire ce genre de choses-là en Belgique. Donc il n'y a jamais les permis. Impossible. Impossible. Donc la personne qui me dit la solution à la transition énergétique, c'est le nucléaire en Belgique, ça va être difficile parce que je ne vois pas qu'on puisse le construire. Et la France aurait exactement le même problème. Ils sont à 60 réacteurs. Ils sont peut-être un peu plus électrifiés que la Belgique, mais vraiment pour couvrir toute leur production d'énergie avec du nucléaire, ils devraient certainement faire x5 dans leur flotte. Donc ils passeraient à une flotte de 300 réacteurs nucléaires, ce qui c'est très 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 difficile à construire dans un contexte actuel où les gens ne veulent pas nécessairement voir une centrale nucléaire lorsqu'ils sont sur leur terrasse. Oui. En termes, et à ça s'ajoute encore un autre problème pour l'Europe. Je parle vraiment pour l'Europe. C'est que l'Europe, elle a perdu, au niveau du nucléaire, elle a perdu son industrie nucléaire. Il reste, j'ai envie de dire, encore une micro-industrie nucléaire française, pour moi complètement dysfonctionnelle. Le choix de l'EPR a été dramatique, en fait. Quand vous discutez avec des gens qui travaillent vraiment en centrale nucléaire, ils ne comprennent pas comment on a pu construire un truc comme ça, qui sont vraiment à la maintenance, ils pensent que ça va être difficile à maintenir, trop complexe. Donc on a perdu vraiment le savoir-faire nucléaire, la capacité industrielle de construire du nucléaire. Oui. Donc même si l'Europe voulait y aller, reconstruire cette capacité industrielle, ça mettrait 10 à 20 ans, à mon avis. 10 à 20 ans. L'expertise a disparu. Et si on voulait aller vers le nucléaire, probablement qu'on importerait une technologie étrangère, probablement russe. Il y a cette excellente compagnie russe dans le domaine du nucléaire, Rosatom, qui fait des très très belles réalisations. Très très belles réalisations, notamment des réacteurs aussi, ou des surgénérateurs, en fait, des BN800 comme ça, qui fonctionnent très bien. Les Chinois sont aussi en train de construire leur expertise nucléaire, leur propre réacteur, leur propre design, avec leur nouveau générateur réacteur, le Hualong 1. Hualong veut dire dragon en chinois, je connais le mot chinois, ça veut dire dragon. Donc en plus, si l'Europe voulait aller vers le nucléaire, on importerait toute cette techno. Je vais vous poser la même question, une question similaire au niveau du photovoltaïque. La Belgique, c'est 30 500 km². Ça va? 30 500 km². Si vous vouliez produire 600 TWh avec du photovoltaïque en Belgique, 600 TWh,
combien de kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques pour la Belgique? Attention, qui se lance? Qui se lance? 30 500 kilomètres carrés pour la Belgique. Qui se lance? Combien de kilomètres carrés pour subvenir à tous nos besoins en énergie en Belgique? Allez, une réponse, lancez-vous. Non, quand même pas. Non. Donc on est à plusieurs fois la taille de la Belgique. S'il fallait utiliser de la biomasse pour couvrir nos 600 TWh. Là, on est clairement à plusieurs fois la taille de la Belgique, peut-être 4-5 fois la taille de la Belgique. Ici, on est à 3400 km² de panneaux. 3400, c'est quand même beaucoup dans des choses. 3400 km² de panneaux à changer tous les 20 ans. Ah oui, c'est ça. Et donc, on dit toujours, oui, mais on va en mettre sur tous les toits, Ah oui, mais sur tous les toits. Combien de kilomètres carrés de toits en Belgique? Plus ou moins bien orientés. Combien? La DG Énergie? 400 max, à mon avis. Donc, il va vraiment falloir des fermes PV. Donc, même le petit panneau photovoltaïque sur tous les toits, enfin, l'ensemble de panneaux photovoltaïques sur tous les toits ne suffira pas. Ne suffira pas. Et encore, je ne veux pas vraiment vous saper le moral, mais on a encore un gros problème en Europe au niveau du photovoltaïque. On n'a quasi plus de fabricants de panneaux photovoltaïques en Europe. On a perdu toute l'industrie photovoltaïque. Plus rien. Tous les grands constructeurs sont en Asie. Il y en a encore quelques-uns aux États-Unis, au Canada, et c'est tout. C'est tout. Les plus grands constructeurs de photovoltaïques ont quitté l'Europe, et ça va être très très difficile de remonter une industrie active dans le photovoltaïque. On a perdu la technologie, perdu l'expertise, perdu cette capacité de créer des chaînes manufacturières dans le secteur qui peuvent produire des panneaux à bon marché. Donc ça ne se présente pas super bien. Au niveau des éoliennes, vous voyez ici, ça c'est une éolienne sur la gauche, une Enercon 126. C'est la plus grosse éolienne terrestre qui existe. Je parle en terrestre, 7,52 MW. Okay. Pour produire 600 TWh d'énergie avec cette éolienne-là, il faudrait 30 000 éoliennes de ce type-là. 30 000 éoliennes de ce type-là pour un pays comme la Belgique. 30 000. Un pays comme la France, ce serait 180 000 éoliennes de ce type-là. 180 000. Donc, c'est pas 2-3 éoliennes le long de l'autoroute. C'est 180 000. Ouais. Et 180 000 Enercon 126. Bonne chance pour aller en placer une en Belgique. Vous ne placez pas des 7,5, vous placez des 3 MW. Okay, donc, c'est 60 000 pour la Belgique. Donc, 360 000 éoliennes de type 3 MW pour la France. C'est ça la transition énergétique. Je continue. Ah non, quand même une bonne nouvelle. Avant les mauvaises nouvelles, je continue quand même une bonne nouvelle. Là, il faut quand même reconnaître que l'Europe a toujours une industrie active dans le domaine de l'éolien, quoi. Avec vraiment des champions de type Vestas, ou les Allemands aussi, enfin le Danois Vestas, ou les Allemands qui savent vraiment construire des éoliennes, qui sont quand même toujours des figures importantes dans le domaine de la construction de l'éolienne. Et ici, une très très belle photo, de la V164 de Vestas, une éolienne de 8,4 MW en fait, qui va être installée. Je pense que la première en fait de cette éolienne, au niveau commercial, pas de test, va être installée en Belgique dans un parc offshore belge. Je ne sais plus si c'est belge ou si c'est hollandais. Donc ça, c'est quand même une belle fierté pour l'industrie européenne. Il n'y en a pas beaucoup dans la transition énergétique, mais celle-là, c'est quand même une réussite. On va voir combien de temps ça va durer. Alors, revenons avec les mauvaises nouvelles. Donc, qui dit énergie renouvelable dit aussi stockage. On parle toujours du stockage, mais de quoi a-t-on réellement besoin en termes de stockage? Et je vais vous poser une question. En fait, je ne vous la pose pas. Elle est écrite ici sur l'écran. Vous avez une Belgique, on parle de la Belgique, 600 TWh d'énergie, et vous supposez que toute l'énergie
est produite avec du photovoltaïque, tout, la totalité. Donc on a 3000 km² de photovoltaïque en Belgique. Et on se met dans un contexte où il n'y a pas de fluctuation intrasaisonnière. En Belgique, on change le temps. Hein. On dit c'est toujours un peu un temps moyen. Hein, donc des choses comme ça. Toujours un peu un temps moyen. Okay, ça ne fait pas plaisir, mais c'est ça. Et vous êtes dans un contexte aussi au niveau du stockage, vous consommez toujours la même chose. Ça va ? Et je simplifie encore les hypothèses, donc la consommation est la même. Le soleil se brève brutalement à 7 heures du matin, comme ça, et il se couche brutalement à 7 heures du soir, même niveau d'ensoleillement pendant la journée. Hein, et donc je vous demande donc, combien de batteries vous faudra-t-il pour gérer ce problème de fluctuation intrajournalier. En gros, si vous réfléchissez bien, réfléchissez un petit peu, vous allez voir en fait que vous devez stocker la moitié de votre production journalière. Ça va ? Donc, combien de batteries faut-il installer ? Et on va prendre comme batterie la Tesla Powerwall, pas la 1, la 2, 14 kWh. Ça va ? Très très belle batterie, je ne sais pas si vous l'avez vu, design très léger, comme ça, blanche, elle pèse 110 kg. Elle pèse 110 kg. Ah oui, vous ne la mettez pas comme ça tout seul. Hein. Il y a à avoir des bonnes vis aussi pour la mettre sur le mur. Donc je vous laisse répondre, je laisse réfléchir, combien de batteries Tesla Powerwall 2 ? On va simplifier le problème, on est 11 millions d'habitants en Belgique, j'ai demandé combien de batteries par personne. Combien de demi-batteries ou de quart de batterie par personne pour gérer ça. Ça va ? Donc, qui veut venir avec une réponse à la question ? C'est des gars. DG Énergie ? Ah, l'erreur est très mauvaise. Là. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Si c'est DG Énergie, pas droit à l'erreur. Mais je ne suis pas dans l'énergie, je suis dans l'informatique. Mais j'ai 6 batteries par personne. Oui. Ah ben les informaticiens sont les meilleurs, quoi. Parce que c'est ça. Oui. 58 millions, 5 à 6 batteries par personne. Alors là bravo. Oui. Bravo. Ouais. Ouais, 5 à 6 batteries par personne. Donc, supposons que vous soyez 5 dans une maison, habitez dans une maison. Ça vous fait quoi ? Ça vous fait 25 batteries de ce type-là dans la cave. Hein. 2,5 tonnes de batterie. Hein. Je suis désolé, mais il n'y aura plus de cave à vin, ce sera une cave à batterie, en fait. Hein. Ouais. C'est énorme, hein. C'est énorme. Le prix de 560 millions d'euros, 160 milliards d'euros, tous les 10 ans, à mettre en perspective avec un produit intérieur brut de la Belgique qui est de l'ordre de 400 milliards d'euros. Hein. Ça va ? Pas mal, hein. Donc ça fait plus ou moins 5% du PIB, plus de la moitié, qui passe dans l'achat de batterie. Hein. 5%. Hein. Ça, on va dire 3 fois plus que le budget de la défense en Belgique qui passe en batterie. Ouais. Alors là, si vous n'êtes pas encore déprimé, vous allez le devenir. Parce qu'il y a un autre problème, il n'y a pas que la fluctuation intra-journalière, il y a aussi la fluctuation intrasaisonnière du photovoltaïque. Pendant les 6 mois les plus ensoleillés de l'année, vos panneaux photovoltaïques vont produire 3 fois plus d'énergie que pendant les 6 mois les moins ensoleillés. Donc si vous voulez gérer cette fluctuation intrasaisonnière, de ces 3 grosses unités d'énergie que vous produisez en été, vous devez en stocker une pour l'hiver. Ça. Donc là, on passe les calculs, ça vous fait des besoins de stockage de l'ordre de 150 TWh à mettre en perspective avec le 0,32 TWh qui était nécessaire pour la fluctuation intrajournalière. Et donc vous arrivez par batterie, si vous voulez gérer ça par batterie, vous arrivez à un prix pour les batteries de 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards d'euros. Donc c'est 3 000 milliards d'euros. Bon. C'est clair, vous en achetez pour 3 000 milliards d'euros, vous êtes en position de force pour négocier une ristourne. Ça, c'est clair. Non, c'est clair, j'achète 3 000 milliards d'euros de batterie, ou bien vous ne savez pas négocier, mais là. Et c'est là qu'on voit vraiment tout le challenge, en fait, de la transition énergétique avec REACT du PV.
Bien sûr, il y aurait des solutions hein, pour gérer ça à moindre prix. Ce serait, par exemple, de surdimensionner vos installations photovoltaïques. Vous jetteriez de l'énergie PV en hiver, mais ça diminuerait vos besoins de stockage. Hein, ça, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi investir dans des technologies qui permettent de stocker l'énergie sous forme d'hydrogène. Pourquoi l'hydrogène? Parce que l'hydrogène, stocker de l'hydrogène dans un tank, c'est 2 euros par kilowattheure contre 200 euros pour des batteries. Le problème, c'est que électricité, hydrogène, électricité, c'est une efficacité de moins de 40% maintenant, alors que sur les batteries, vous êtes à 90-92%. Voilà. Mais ce sont certainement des solutions. Et puis, au niveau du stockage, je parle beaucoup du stockage, je pense que même quelles que soient toutes ces technologies énergie renouvelable, que ce soit les batteries, les éoliennes, les choses comme ça, la taille, vous ne vous en sortirez pas sans construire des infrastructures de taille titanesque. En fait. Ça doit être titanesque. Même pour la capture des énergies renouvelables, ça va devoir être titanesque. Pourquoi? Parce que les énergies renouvelables sont extrêmement diffuses par nature. Et donc, vous aurez aussi une pollution associée à ça et des contraintes en fait sur les matériaux qui vont apparaître. À un moment donné, les prix vont monter. Bon, ça, c'est une photo d'une mine de lithium dans le ZR d'Atacama, qui est très connu pour son ensoleillement. C'est le meilleur endroit au monde pour passer des panneaux photovoltaïques. Mais en fait, il appartient à la cordillère des Andes, et toute cette cordillère des Andes est aussi extrêmement riche en ressources en lithium. Donc la majorité des réserves, peu chères hein, de lithium, se trouvent dans la cordillère des Andes, Chili, Bolivie, Argentine, etc. Oui. Donc à l'heure actuelle, vous avez 14 millions de tonnes de réserves de lithium prouvées. On peut faire de la prospection, il y en aura certainement beaucoup plus. Vous avez aussi de lithium dans l'eau de mer, mais ça coûte plus cher de le capturer. Et donc avec tout, les 14 millions, si vous utilisez tous les 14 millions pour des batteries, okay, vous pouvez construire 140 TWh de batteries. 140 TWh de batterie, ce qui équivaut à 12 heures de la consommation énergétique annuelle de la planète Terre, de la consommation énergétique de la planète Terre. 12 heures. C'est 155 000 TWh. On consomme 155 000 TWh. Et si vous voulez élever l'Afrique et toute l'Asie à notre niveau européen, en termes de consommation de niveau de vie, ce 150 000 passe à plus de 300 certainement. 300 à 400. Ah oui, oui. Oui, c'est quand même très difficile. Et donc avec 14 millions de tonnes, vous faites aussi 1,75 milliard de Tesla. De Tesla, il y a une des grosses batteries, il y a les Tesla S avec des batteries de 80 kWh. 1,75 milliard, on doit avoir une flotte de véhicules qui tournent autour d'1,5 milliard. Donc c'est grosso modo une génération de voitures que vous faites, 10 ans. Si vous ne les recyclez pas, je veux dire, en tout cas les réserves, vous n'en avez plus. En tout cas celles qui sont prouvées à l'heure actuelle. Oui. D'où aussi la nécessité, si on va dans la transition énergétique, d'avoir une très très bonne filière de recyclage derrière. Parce que sinon la contrainte sur les matériaux va apparaître extrêmement rapidement. Si, c'est faisable, mais c'est des technologies qui coûtent plus cher. C'est 3, 4, 5 fois peut-être le prix d'extraction, donc de ce que vous avez d'extraction on va dire des mines de lithium qu'on connaît à l'heure actuelle. Et puis bon, c'est difficile. Ce sera aussi d'immenses installations, parce que pour l'extraire de la mer, vous allez souvent à ce qu'on appelle avec des high surface matériels. Donc c'est des matériaux dont le rapport surface-volume est extrêmement élevé, et le lithium a des affinités pour ces matériaux-là. Donc c'est une sorte de plume que vous trempez comme ça dans la mer. Mais ça prend aussi, c'est des dispositifs aussi industriels qui sont titanesques. Un autre problème qui existe lors de la transition énergétique, c'est qu'au niveau du photovoltaïque et de l'éolien, en onshore, c'est des sources qui vont être connectées au niveau des réseaux de distribution. Donc ça, c'est un réseau de distribution d'énergie que vous voyez là à gauche. Les réseaux électriques, c'est un gros plat de spaghettis, le réseau de transmission, sous lequel se greffent des grappes de raisin. Vous regardez, le réseau de transmission, c'est spaghettis, et les grappes de raisin, c'est le réseau de distribution.
Et lorsque vous commencez à connecter des sources d'énergie renouvelable à ces réseaux-là, c'est la catastrophe en fait. C'est la catastrophe. C'est des réseaux qui n'ont pas été conçus du tout pour ça. Donc vous pouvez ici, vous avez un exemple typique de profils de tension qui apparaissent dans une rue lorsque toute la rue a installé des panneaux photovoltaïques. En gros, très rapidement, ce que vous observez, c'est une augmentation en fait de la tension dans la rue. Et une fois que vous êtes à plus de 10% de votre 230 volts, donc on va dire à 253 volts, les onduleurs commencent à déconnecter. Donc quand vous réinjectez en fait de la puissance dans le feeder local, dans le réseau basse tension, vous avez une augmentation du niveau de tension qui va provoquer une déconnexion des onduleurs. Plein de problèmes comme ça. Et donc, si vraiment vous voulez avoir des objectifs ambitieux en termes d'énergie renouvelable et utiliser les réseaux de distribution vraiment pour acheminer cette énergie-là vers peut-être des clients industriels ou mutualiser les moyens de production, vous êtes bon pour reconstruire tous les réseaux de distribution. Tous. Vous ouvrez tous les trottoirs de toutes les villes du monde et des campagnes, quoi, pour renforcer le réseau de distribution. C'est vraiment tout, en fait. Tout. Et alors, il y a une tendance au niveau recherche, c'est d'essayer d'avoir des dispositifs un peu intelligents pour mieux contrôler ce qui est injecté dans les réseaux de distribution, la charge, la gestion de la charge, pour éviter, en fait, essayer d'éviter au maximum ces investissements-là. Oui, il y a une question ? Ah non, c'était juste les... Bien sûr, ce n'était pas pris en compte. Au début, c'est juste les coûts en euros par mégawattheure. Et ça, c'est colossal au niveau des réseaux de distribution. Colossal, les coûts. Colossal. Ouais. Bon, il me reste encore combien de temps ? 15 minutes ? 16 minutes, on va terminer en 16 minutes. Et donc, quand vous voyez tout ça, tous ces problèmes-là, qu'il ne faut pas négliger dans des choses comme ça, vous avez envie de dire pourquoi ne pas retourner à ce bon âge des énergies fossiles. C'est une tentation, c'est tellement cauchemardesque. En termes de transition énergétique, on peut s'émerveiller devant un panneau photovoltaïque, une éolienne, on adore, ou une batterie, mais quand vous alignez les chiffres et vous voyez réellement les problèmes, c'est cauchemardesque. C'est cauchemardesque. C'est absolument pas facile. Et donc vous avez envie de dire, revenons à l'ère des combustibles fossiles. Alors pourquoi pas ? Moi je veux dire pourquoi pas. Le pétrole n'est plus cher du tout. Plus cher du tout. Vous avez un baril de pétrole à $50 le baril. Allez, dans un baril de pétrole, vous avez 1,6 mégawattheure. Donc c'est un coût du pétrole, énergie pétrole, de l'ordre de 35 € par mégawattheure. Okay. Moins cher que l'éolien, moins cher que le PV ici en Belgique. Donc cette énergie n'est pas chère. Et puis la dynamique du secteur de pétrole a complètement changé avec tout ce qui est le shale oil. Avant, vous aviez vraiment le marché était aux mains d'oligopoles qui manipulaient les prix, dont l'OPEP, ça a été le plus grand manipulateur de prix de commodités de l'histoire, de produits de l'histoire. On aurait presque envie de dire, il devrait être en prison en fait. Mais en fait, ils ont perdu ce pouvoir, avec le shale oil en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont face à une industrie très flexible, qui n'est pas localisée dans les pays de l'OPEP, et qui est capable de réagir très très rapidement lorsqu'il y a une augmentation des prix. Parce que c'est des petits investissements, c'est pas des gros projets qui mettent 5 à 10 ans pour être concrétisés. Donc la dynamique change. On a peut-être une garantie d'avoir un pétrole bon marché encore pendant longtemps. Au niveau du gaz, la dynamique a aussi changé. Je sais que l'Union européenne est très préoccupée de son indépendance énergétique, de la relation aussi qu'elle a avec la Russie. Elle est inquiète de son approvisionnement en gaz. Le marché du gaz est en train de changer complètement avec l'apparition de la filière LNG. Du gaz liquéfié. On pourra peut-être importer, on en importe déjà du gaz de schiste liquéfié des États-Unis, on pourra en importer d'Australie, du Qatar, de Chypre. Donc de nouveau, on arrive à un marché du gaz un peu beaucoup plus mondialisé qu'il n'était avant, où on dépend beaucoup moins de ces gazoducs qui viennent de la Russie. Complètement en train de changer. Donc il y a moyen d'évoluer, d'avoir une Europe du gaz, j'ai envie de dire, qui en gros utilise du gaz sans être sous la coupe en fait d'un pays avec lequel les relations ne sont pas nécessairement les meilleures possibles. Une autre raison,
Bon, il faut dire que l'industrie européenne se porte mal, hein, c'est pas un succès. Et une des raisons, ça a été les coûts de l'énergie. Donc c'est vrai que les États-Unis qui ont développé beaucoup le shale gas ont une énergie qui est extrêmement peu chère maintenant, une énergie électrique extrêmement peu chère. Ça a donné un gros avantage à leur industrie, notamment à l'industrie qui est électro-intensive comme l'industrie chimique. Donc on aurait presque envie de dire, écoute, on met les renouvelables de côté, on va sur le fossile, et au moins ça sauve notre industrie, quoi, hein. Un peu plus de CO2, mais au moins il y a de l'emploi, hein. Faut choisir, hein. CO2 ou emploi. Mais c'est vrai qu'on a tendance à faire ce raisonnement-là. On ne parle plus beaucoup du charbon, on a l'impression que c'est le mal aimé, mais il y a encore 1000 milliards de tonnes de charbon, hein, disponibles dans le monde, hein. Donc même avec le charbon, vous utilisez les réserves qui sont disponibles, vous savez tenir 50 ans. Toute notre production énergétique totale de la planète peut être couverte pendant 50 ans par le charbon. Toute. Et les prix d'extraction du charbon, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, le marché peut être plus tendu, mais foncièrement ne sont pas élevés, en fait. C'est des projets aussi d'extraction de charbon, c'est assez facile à mettre en œuvre. Bon, ce qu'il faut faire attention à ces raisonnements que je viens de faire, et encore une fois, je ne veux pas défendre je veux être neutre par rapport à ces raisonnements-là. Il y a quand même des dangers à ces raisonnements-là, hein. Le premièrement, c'est que l'énergie renouvelable coûte pas cher en fait maintenant, hein. On a juste ces problèmes de réseau, de fluctuation, de les mettre dans des bons endroits, mais ça ne coûte pas cher. Et en gros, pour l'électricité, quand je parle d'électricité et pas de chaleur, en termes, ça devient la manière, dans les bons endroits, ça devient la manière de produire de l'électricité qui est la moins chère au monde. Vous ne savez pas avec du charbon, vous ne savez pas, ou du gaz, produire de l'électricité, je parle avec des nouveaux moyens de production, à 25 € par mégawattheure. Vous rêvez. Ça n'existe pas. Donc ça revient quand même au niveau de l'électricité, le moyen le moins cher de produire de l'électricité. Il y a un gros problème, il y aura toujours, à mon avis, un problème, hein, gros problème géopolitique à acheter, à mon avis, du pétrole, du gaz de l'étranger. Pourquoi ? Parce que quand vous faites ça foncièrement, vous financez en fait des pays vous stabilisez des pays qui n'ont pas besoin d'être efficaces économiquement, en fait, puisqu'ils sont juste assis sur des ressources, ils ne doivent pas se réformer, ils ne doivent pas développer des démocraties qui sont efficaces, qui montent à leur tissu économique efficace, puisque vous les arrosez d'argent, ils n'ont pas besoin d'être efficaces. Donc, c'est vraiment, quand vous achetez des combustibles fossiles, vous financez, vous pouvez faire tout ce que vous faites, vous financez des dictatures, des régimes non démocratiques, et ce sera toujours le cas. Ce sera toujours comme ça. C'est une malédiction des sociétés. Quand il y a de l'argent qui leur arrive, sans rien faire, sans être efficace, ça tourne à des dictatures, des régimes non démocratiques. Et alors, il y a aussi quelque chose d'extrêmement inquiétant, hein. Mais là, je pèse vraiment mes mots en le disant, extrêmement inquiétant, c'est l'avenir de la filière shale oil, shale gas. On a tous tendance à dire, oui, mais ça va nous sauver de tout ce qui est problème d'investissement en pétrole. Pas si sûr que ça, pas si sûr que ça. C'est vrai qu'ils sont à des prix, ils étaient à des prix très bas. Maintenant, on a entendu des 35 $ par baril en coût d'extraction. Mais quand vous regardez en 2017, les prix de la filière shale oil d'extraction réaugmentent aussi, hein. Ils réaugmentent aussi. Et ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils exploitent les meilleurs gisements au départ, hein, donc c'est les hanging fruits. Ils vont rapidement aller vers des gisements un peu plus compliqués. Et puis il y a une différence, hein, entre produire 6 millions de barils par jour et 20 millions de barils par jour, hein, parce que 6 millions de barils par jour, même aux États-Unis, en transport, je prends cet exemple du bassin Permian, hein, qui se développe très fort au niveau du shale oil au Texas, vous pouvez utiliser des camions pour transporter votre pétrole, hein, plusieurs millions de barils. Mais quand vous êtes maintenant dans le bassin Permian au Texas, vous voyez, il y a déjà des embouteillages de camions, hein, de pétrole, hein. Donc, ça ne va même pas suivre au niveau infrastructure pour passer à 20 millions de barils par jour la filière shale oil. Donc vous allez avoir des blocages. Et ça risque d'être la mauvaise surprise. Je pense que ça va être la mauvaise surprise qu'on va avoir en Europe. C'est vers 2020, on va avoir une augmentation du prix du baril du pétrole, liée au fait que la filière shale oil, à mon avis, ne va pas se développer assez vite, et des manques d'investissement dans la filière pétrole classique, quoi. Et ça risque de mettre nos économies par terre. Je le pense réellement, on peut en discuter dans 3 ans.
Et puis ça pollue, la filière shale oil, c'est ça, hein, le shale oil, aux États-Unis. Photo de bassin perméant, quoi. Il y en a peut-être un peu moins des puits maintenant parce qu'ils ont développé ces techniques de forage horizontal. Ça, je pense que ça a été pris, une photo qui a été prise dans un champ de shale oil avec forage uniquement vertical. Et j'ai envie de dire, je vais terminer là-dessus. Hein. Est-ce qu'une des solutions pour ne pas favoriser l'émergence des énergies renouvelables, ce ne serait pas de construire une grille électrique internationale? Et je vous pose encore une fois la question, quel serait l'avantage de construire une grille électrique internationale, un réseau électrique qui couvre la planète entière et qui connecte entre la majorité des centres de consommation et de production? For the web stream. Oui, c'est très important, hein, c'est très très important. Très important parce qu'en plus, je parle ici quand même à des gens de la DG Énergie, enfin dans un bâtiment de la Commission européenne, et je pense que c'est le gros raté en fait de l'Europe en termes de transition énergétique. Ce truc-là, c'est le gros raté. Pour moi, ça devrait être le numéro 1 de la politique énergétique européenne. Mais j'ai vu qu'on est en train déjà de faire des câblages sous-marins. Juste hier à la TV belge, j'ai vu qu'ils sont en train de. Mais moi, je veux faire beaucoup plus. Hein. Vous avez entendu le petit lien Nemo entre la Belgique et l'Angleterre. Moi, je veux faire des gros liens qui vont vers le Groenland. Je veux que ça passe dans le Pacifique. Quel serait l'avantage d'avoir une grille électrique internationale? Le prix aussi, non? Mais je parle évidemment aussi la possibilité d'être approvisionné d'une façon précis. Plus précis. Mademoiselle derrière. Ouais. The Earth is turning, so you have light on one part and c'est un événement de l'Alliance française. Si tu réponds en anglais, ils vont être furax. Ils m'ont dit, Damien, pas d'anglais. Ils m'ont quasi déjà demandé de traduire mes slides en français, quoi. C'est pas vrai, mais c'est pour l'histoire, hein, je raconte. Je dois répondre en français. Non, je rigolais. Donc c'est vrai, le prix. C'est vrai que le prix diminue. Mais pourquoi est-ce qu'il diminue? Oui, voilà, tout à fait. Donc en gros, vous n'avez plus de problème, quasi plus de problème de gestion des fluctuations du renouvelable. L'irradiant, enfin la quantité d'énergie solaire qui tombe sur la Terre à un moment donné, c'est une constante, hein, une quasi constante. Hein. Donc un problème de fluctuation jour-nuit du photovoltaïque, il n'existe plus. Hein. Il n'existe plus. Pendant, on va dire, quand c'est midi ici en Europe, vous pouvez exporter de l'électricité photovoltaïque aux États-Unis pour couvrir leur pointe matinale qui commence à arriver à 6 heures du matin. Hein. C'est vraiment ça. Au niveau de l'éolien, et là je dis aux gens de la DG Énergie, attention. Au niveau de l'éolien, vous avez un gros problème en Europe. Gros problème, c'est qu'il y a des modes communs en Europe où vous avez peu d'éoliens dans toute l'Europe. Peu d'éoliens dans toute l'Europe. Pendant plusieurs jours. Mais ça, c'est des modes communs que vous n'avez pas avec des champs éoliens qui seraient placés au Groenland ou au Canada. Donc vous gérez ça, vous gérez cette fluctuation-là naturellement. Des pays comme la Belgique, dans une grille globale, c'est impossible, un pays où il y a beaucoup de consommation, peu de place pour mettre des dispositifs de capture d'énergie renouvelable, pourrait bénéficier de telles grilles pour avoir accès à de l'énergie renouvelable partout dans le monde. Et dans ce partout dans le monde, il faut garder à l'esprit qu'il y a des endroits qui sont extrêmement généreux en termes d'énergie renouvelable. Hein. Prenez par exemple l'Europe. Oui, c'est l'Europe ici, les Français. Vous savez qu'est-ce que c'est ce point-là? Les îles Kerguelen, en fait. Hein. Ben, c'est l'endroit le plus venteux de l'Europe, en fait. C'est l'endroit le plus venteux de l'Europe. Les Français avaient installé des colons là-dedans, des éleveurs de moutons au départ, au 19e siècle, comme ça. Ils ont arrêté parce que les moutons s'envolaient, en fait. Non, sérieusement, les moutons s'envolaient sur les falaises. Ils s'envolaient. C'est impossible, en fait. Tellement il y a du vent, quoi. Non, c'est vrai, ils s'envolaient. Et en plus, ils ne gèlent jamais dans ces endroits-là. Il y a un vent terrible et ils ne gèlent jamais. Vous couvrez ces îles Kerguelen d'éoliennes, hein, dans ces trucs-là, vous produisez plus d'énergie que la flotte nucléaire française. Plus d'énergie que la flotte nucléaire française. Et une éolienne, hein, dans ces îles Kerguelen adaptées aux conditions climatiques, c'est 8 fois plus d'énergie, en fait, qu'une éolienne, enfin 8 fois plus d'énergie par unité de surface de parc que des éoliennes en Europe. Pourquoi? Parce que rien que l'avantage avec le vent, c'est que quand vous doublez la vitesse du vent, la quantité d'énergie produite par une éolienne, tant que vous êtes dans les limites de fonctionnement, c'est x8 en fait, de fonction cubique. Oui. Fonction cubique. Et là,
dans les îles Kerguelen, vous avez des profils de vent 2 fois supérieurs aux meilleurs profils de vent que vous pouvez avoir en Europe. Ouais. Superbe, hein. Donc je vous parle même pas en fait de. Bon, au niveau Europe, c'est vrai que des déserts que vous avez au Chili, là, dans les déserts chiliens. Donc vous avez vraiment de vraies opportunités. Et on pourrait presque imaginer, hein, pour la Belgique qui cherche une ère post-nucléaire, hein, on parle de quitter le nucléaire en 2025, tirer des câbles, là, directement, par exemple, entre le Maroc, hein, bénéficier du solaire Maroc, et vous les feriez arriver dans les infrastructures nucléaires qui existent, dans les infrastructures électriques connectées aux centrales nucléaires qui se sont le long de la mer, hein, du côté de la Flandre. Donc vous réutilisez même à cet endroit-là le réseau électrique qui existe pour réacheminer cette électricité vers les centres de consommation. C'est beaucoup plus intelligent de faire ça que de juste se faire un petit lien Maroc-Espagne et de se retrouver avec le réseau électrique existant actuel, incapable en fait de réacheminer cette électricité vers le nord de l'Europe. J'ai plus que 2 slides. Et donc j'ai été parlé, parce qu'en fait, j'ai été le premier à écrire un article sur ce réseau électrique international. Hein. Je vous raconte l'histoire, j'avais un PhD étudiant grec qui voulait faire des trucs en intelligence artificielle, ça n'allait pas, je lui dis... il passait 4 mois dans le lab, il est prof maintenant à DTU, un superbe prof en Danemark, mais il n'était pas très bon dans tout ce qui est IA, optimisation. Je lui ai dit, écoute, on va écrire un article sur un réseau électrique international, en fait. Hein. Il m'a dit, oui, super bonne idée, super bonne idée. On a écrit ça en 2012, en fait. Il a fallu 2 ans pour les faire passer parce que les reviewers en fait disaient on était complètement tarés en fait et c'est devenu en fait maintenant un des sujets numéro 1 qui est en train de se créer dans la communauté réseau électrique Power System. C'est des réflexions autour de ça. Il y a des SIGRE Task Force, la SIGRE Conférence internationale des grands réseaux électriques, donc un body qui fait vraiment autorité dans le domaine des réseaux électriques, qui ont lancé des task force pour étudier ça. Et j'ai été invité par le Climate Parliament, je ne sais pas si vous le connaissez ici, à parler de ça, la COP22 à Marrakech. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment frappé quand je suis arrivé à la COP22, je suis descendu de l'avion, c'est cette photo-là. C'est cette photo-là. Je pensais qu'à la COP22, j'allais avoir des environnementalistes, hein, des gens qui voulaient vraiment un meilleur monde, hein, pour demain. En fait, j'ai pas dû trouver cette ambiance-là. J'ai trouvé des gens qui n'en avaient rien à foutre, en fait, et qui étaient juste là en train de négocier de manière très peu généreuse pour sauver les intérêts de leur pays. Et le symbole, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment cet avion, en fait, hein, du Koweït parqué sur le tarmac de l'aéroport de Marrakech, quoi. Donc on se dit voilà, c'est aller négocier à la COP22 pour réduire les effets de serre et c'est arrivé presque en 747 privé. Ça brûle 4 litres de kérosène par seconde, hein, ça va. Donc en 90 secondes, c'est 1 tonne de kérosène. Hein. Ouais. C'est incroyable, quoi. J'ai trouvé ça incroyable. Et donc je vais terminer par ça. Parce que le gars qui organisait, je ne sais pas si vous le connaissez, le Nicolas Dunlop, c'est ce président du Climate Parliament, hein, qui regroupe des parlementaires de parlement pour discuter transition énergétique et trouver des solutions. Je trouve qu'il avait très très bien compris ce qui se passait à la COP22. Il a très très bien compris que les nations, en fait, je pense que les peuples, en fait, hein, sont pas bons en fait pour négocier de manière généreuse des choix difficiles parfois pour leur pays pour réduire leurs émissions à effet de serre. Mais je trouve que son analyse était très pertinente. J'ai repris d'ailleurs ces propos-là. Il a dit les êtres humains, ils ont un avantage. Ils ne savent pas négocier entre eux, hein, pour voir qui doit finalement faire le plus d'efforts. Ils sont très très bons pour construire des trucs. C'est une espèce en fait. C'est une espèce qui est très très bonne pour construire des trucs. Et il trouvait en fait que c'était beaucoup plus normal, ce serait beaucoup plus efficace que plutôt dire oh machin, tu vas réduire tes consommations de CO2 d'autant, de dire on y va dans la construction d'une grille électrique internationale, on fait ça. Parce qu'une fois que vous avez cette infrastructure-là, une fois qu'elle existe, la transition énergétique, c'est juste une opportunité économique pour des nations. Juste une opportunité économique. Il n'y a plus rien d'autre, en fait. Et donc peut-être que dans la manière dont on voit la transition énergétique en Europe, la manière dont on négocie les choses dans la COP, on devrait plutôt aller vers ce type d'approche. On va construire cet objet-là ensemble, les gens adorent construire, et une fois qu'il est construit, on sait que le problème de transition énergétique, il est résolu. Plus personne n'irait jamais avec du charbon ou du gaz parce que vous les mettez totalement hors business. Voilà, je termine mon exposé ici. Merci. Question.
je ne suis pas de la DGN, je ne suis pas scientifique non plus. Comment vous pensez qu'on pourrait gérer cette énorme infrastructure et comment on pourrait trouver un accord avec les pays qui n'ont aucun intérêt à... Je pense que tous les pays, une fois que l'infrastructure est créée, tous les pays auraient un certain intérêt à le faire. Maintenant, la gestion, il y a deux types de gestion. Il y a une gestion politique, il y a une gestion technique. Au niveau technique, c'est tout à fait jouable, parce qu'il y a déjà des réseaux électriques qui couvrent l'Europe entière. Une des très belles réalisations de l'Europe, je pense que c'est ce marché européen de l'électricité. Donc l'étendre au monde un type de marché, pour moi, c'est tout à fait faisable. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau politique, il peut y avoir peut-être un peu des problèmes. Certaines nations ne voudraient pas dépendre l'une de l'autre, mais ça, je pense qu'il y a moyen d'aller au-delà de ces problèmes, notamment, si vous n'êtes pas dépendre d'une autre nation en termes de renouvelables, vous dispersez bien les moyens de production sur la planète. Même dans un mécanisme comme ça, l'avantage, par rapport au pétrole, c'est qu'il n'y a pas un seul endroit de la planète où vous avez une énorme concentration de renouvelables. Il y en a un peu partout. Donc, vous évitez aussi avec ce genre d'infrastructure-là de vous retrouver naturellement, de vous retrouver trop dépendant d'une autre nation. Donc moi, je pense que c'est tout à fait faisable. C'est juste que je pense que ce serait beaucoup plus constructif de passer du temps. Je ne dis pas que tous les problèmes, on peut les résoudre en un claquement de doigts, mais je pense que ce serait beaucoup plus constructif de passer du temps à travailler ensemble entre nations pour développer ce type d'infrastructure que de plutôt faire ce qu'on fait à l'heure actuelle. En gros, voilà comme tu veux. Pour moi, à la COP 22, il n'y a rien eu qui a été signé. C'est très très mineur ce qui a été fait. Ouais. Une autre question? Just a small observation. Some years ago, we had something that was going in the direction which was called Desertec, which is a relatively stable state, Morocco and Europe, and a small, compared to this, extremely small transmission line between two very close partners. And it failed because of political stability, risk assessment or whatever, and the big industries pulled out, but also because of the cost of this small pipeline of energy from one side to the other side of the Mediterranean, which is nothing compared to the Atlantics or the Pacifics. So, I mean, you made cost estimations. Did you make a cost estimation on how much it was cost and what would be reasonable to actually get to this grid? Because j'ai bien compris la question dans des choses comme ça, mais les coûts des câbles, quand vous voyez le coût, c'est toujours très cher, c'est en plusieurs milliards d'euros, mais quand vous voyez le gain que ça peut vous apporter, notamment en termes de réduction de dispositifs de capture d'énergie renouvelable ou de réduction de moyens de stockage, les gains sont énormes. L'infrastructure est chère, les gains sont énormes, et en plus, il faut voir qu'à partir du moment où on décide de créer en fait cette grille internationale qui est un vrai push, les prix de toutes les technologies de transmission vont diminuer, comme elles ont diminué pour le photovoltaïque, et comme elles ont diminué pour l'éolien, et comme elles ont diminué pour le stockage. Donc, je ne vois pas le coût comme étant vraiment une fatalité. Maintenant, on sait tous ce qui s'est passé en Afrique du Nord. La Libye est un partenaire aussi privilégié de Desertec qui est devenu complètement instable politiquement. Mais pour moi, Desertec, c'était pas encore le plus intéressant dans ce truc-là, d'aller chercher du photovoltaïque dans l'Afrique du Nord. Pourquoi? Parce que vous avez des très très bons champs dans le sud de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, Chypre, la Crète. Par contre, ce serait beaucoup plus intéressant. Il n'y a pas quand vous allez avec le nord de l'Afrique, vous ne gagnez rien en termes de fluctuations intrajournalières, en fait, puisque vous êtes dans le même fuseau horaire. C'était beaucoup plus intelligent, ça aurait été beaucoup plus intelligent d'aller à l'est ou à l'ouest, et notamment, je pense que aller à l'ouest pour aller capter les champs éoliens du Groenland, en fait, où vous avez une décorrélation par rapport au vent de l'Europe et des champs en fait éoliens extrêmement généreux pendant l'hiver. Donc je pense que Desertec, ça a été mal pensé dès le départ. C'était pas là qu'était la meilleure valeur de créer ces câbles-là. Plus le problème additionnel de chaque fois remonter en fait cette électricité de l'Afrique du Nord vers l'Europe. Dernier point, quand vous dites que c'était bien lancé ou des choses comme ça, moi j'ai quand même pas mal côtoyé les gens de Medgrid, donc ceux qui allaient faire la grille électrique en Méditerranée. Écoute, c'était des mous.
ça n'avançait pas, c'était une coquille vide. Donc, je n'ai pas ce que vous appelez bien lancé. Pour moi, c'était des gens qui arrivaient à une réunion, envoyés par leurs représentants industriels, mais un peu frileux quant à la manière d'investir. Donc, quand vous analysiez de près ce qui se passait dans cet organe-là, il n'y avait rien d'ambitieux, ce n'était pas des industriels, il n'y avait pas de volonté. C'était un groupement d'industriels qui était là au cas où ça prendrait, il faut que je sois là. Mais c'était ça. Mais je n'ai jamais vu des gars qui voulaient vraiment construire des trucs là. Vraiment jamais. Je ne les ai pas tous rencontrés, mais ce n'était pas l'esprit. Ça, j'en suis persuadé. Et merci beaucoup pour la présentation. Et j'ai une remarque, une question, parce que le présupposé derrière tout ça, c'est qu'il faut aller vers le tout électrique, en réalité. Et donc, la question est la suivante. Est-ce que c'est ça vraiment la solution, sachant que pour remplir certains besoins comme le chauffage, la climatisation, si on passe à une transformation électricité ou renouvelable électricité, ensuite chauffage, clim, on n'a pas les meilleurs rapports de transformation énergétique et surtout exergétique. Donc ça serait peut-être plus logique d'aller vers un multisource et essayer de voir pour chaque fonction quelle est la meilleure solution. Oui, donc continuez votre raisonnement. Si vous prenez le chauffage, quelle serait votre solution, votre autre solution? Par exemple, pour le sud de l'Europe, le solaire thermique. Oui, bien entendu, bien entendu. Je vais dire que la solution ne serait pas unique. Je ne dis pas que, bien évidemment, les raisonnements sur les réseaux, c'est tout à fait valable. Mais je pense que, pour moi, le solaire thermique ou d'autres solutions au niveau stockage, le chauffage est une charge emblématique. Parce qu'on sait très rapidement, c'est une charge qu'on peut réduire considérablement en développant des techniques liées à l'efficacité énergétique. Considérablement. Donc elle est un peu emblématique. Le seul problème, c'est les coûts et la durée de vie du parc qu'on a, c'est 100 ans en fait, la durée de vie du parc existant. Donc ça veut dire que 30% des maisons que vous avez, donc 70% des maisons que vous avez en 2050 ont déjà été construites. Très très difficile alors d'y aller aussi dans des mécanismes de rénovation profonde de ces maisons-là pour chuter leur consommation énergétique et pouvoir aller couvrir le résidu de besoin de chaleur inhibant avec du solaire thermique. Donc ça c'est quand même un problème que je vois, puisqu'on veut travailler à cette échelle de 2050. Ouais. Et si je peux me permettre une deuxième question par rapport à l'idée du réseau mondial. Ça veut aussi dire qu'il y aura un marché mondial avec des règles communes parce que sinon il y aurait des fortes instabilités entre les différents endroits géographiques. Par exemple, un endroit où il y a des substitutions d'énergie X qui pourrait complètement faire des distorsions au niveau du marché. Bien sûr, il faudra une régulation mondiale, mais il y a déjà tellement de produits qui sont commercialisés à l'échelle planétaire. Il y a à chaque fois des régulations, des règles qui peuvent être créées. Mais je pense que, on pourrait s'imaginer dans le scénario, je pense que je vais peut-être un peu préciser votre question, mais je la précise peut-être dans la mauvaise direction, c'est se dire un pays profite de cette grille-là pour brûler du charbon et prendre le contrôle, et donc en gros gagner des fortes parts de marché dans la production d'électricité. En fait, je pense même pas que ce sera possible, parce que son usine au charbon va se faire mettre hors business par un champ éolien qui est bien localisé ou des fermes PV qui sont bien localisées. Donc la régulation, les gens qui tricheraient comme ça, pas qui tricheraient, mais qui joueraient le jeu du carbone pour prendre des parts de marché, d'une économie carbone pour prendre des parts de marché, je pense qu'ils perdraient, je suis sûr qu'ils perdraient dans un tel environnement. Ouais. Est-ce que ça risque pas de faire monter la consommation mondiale? En fait, si le réseau devient mondial, beaucoup d'électricité sera produite dans des pays où l'empreinte individuelle est très basse. Donc il va y avoir, comme vous n'avez pas parlé de baisse du tout de l'empreinte individuelle, mais on se maintient au même niveau, donc il y aurait une espèce de tout à fait montée en puissance tout à fait. de la consommation mondiale, puisque en fait les pays qui sont les plus démunis, je ne critique pas ce processus, parce que ce processus me paraît naturel, mais du coup, en fait, tout le monde va monter en empreinte thermique. En empreinte de consommation énergétique.
J'aime bien. Donc, moi, je le vois aussi. Enfin, je vais peut-être un peu reformuler vos remarques comme ça. Donc, c'est très clairement aussi une global grid comme un moyen aussi de développement économique de la planète entière, y compris des pays qui ont eu des difficultés à se développer économiquement de par le fait qu'ils n'avaient pas accès à d'électricité, à d'énergie bon marché. Hein. Donc, je pense notamment aux pays, principalement les pays africains. Donc c'est clair que dès que vous les levez en dehors des peuples, vous les sortez de la pauvreté, le niveau de vie augmente, il y a une classe moyenne qui apparaît, la consommation énergétique augmente. Hein. La consommation énergétique moyenne des habitants de la planète est plus de l'ordre de 50 kWh par personne par jour. Hein. En Belgique, on est à 150. Hein. Donc si tout le monde arrivait au niveau de la Belgique, on peut raisonnablement supposer qu'on serait de l'ordre de 150 kWh par personne par jour partout. Donc au niveau des TWh par an, on passerait de 150 000 à 450 000 TWh. Et j'adore ça parce que dans les majorités un peu des scénarios qu'on voit même au niveau de l'Europe, hein, partout, transition énergétique, on va s'en sortir au niveau du CO2, on remarque toujours, je ne sais pas comment ils font, on remarque toujours qu'on diminue en fait de notre consommation énergétique de plusieurs dizaines de pourcents. En fait. Je ne sais pas ceux qui font ces prédictions-là à quoi ils pensent en fait. Je ne pense pas que c'est possible de lever en fait des milliards de personnes de la pauvreté et de créer des classes moyennes et en même temps au niveau planétaire de diminuer la consommation de quelques dizaines de pourcents. Ça ne va pas. C'est incompatible. Et je trouve que c'est même irréaliste parce qu'ils ne savent même pas pointer vers un seul exemple d'économie de toute l'histoire, hein, parce qu'il y a une vraie histoire de l'énergie en fait des sociétés, où les sociétés ont réussi à faire une croissance de PIB sans faire une croissance en fait au terme énergétique. Je veux bien croire qu'on peut décorréler, comme j'avais dit, croissance et émissions de CO2. Pour moi, techniquement, ça me semble possible, mais décorréler croissance et énergie, j'attends de voir. Oui. Mais alors décorréler croissance et énergie comme ils le font avec des diminutions d'énergie de 30 à 40% et des forts taux de croissance de par les faits qu'ils veulent, on veut que toute une population puisse émerger de la pauvreté, hein, quand même des milliards de personnes qui vivent toujours dans la pauvreté. Là, écoute, je pense, faut être drogué hein, pour dire ça. Hein. Je ne vois pas d'autre explication. Hein. Ou complètement utopiste. Hein. Ouais. Ou bien manipuler les chiffres, je ne sais pas en fait. Mais c'est dommage en fait de partir de tels chiffres parce que ça donne. Quand vous faites un mauvais constat d'une situation, vous venez avec les mauvaises solutions. C'est mieux de venir avec un constat, écoute, ce sera x3 au niveau énergie, comment est-ce qu'on fait? Bon constat, je trouve ça mène aux bonnes solutions. Oui. Oui, merci beaucoup pour votre discours. En fait, dans cet scénario que vous avez présenté à la fin, donc cette connexion internationale, c'est séduisante dans un cas idéal, évidemment. Ça couvre, si je comprends bien, les besoins électricité. Au début de votre discours, vous avez bien démontré que la partie électricité, c'est la moindre partie, ou une des moindres parties de tous les besoins énergétiques dont on a besoin. Si on arriverait avec de nouvelles technologies, quoi que ce soit, de vraiment transformer tous les besoins énergétiques dont on a besoin globalement via l'électricité, et si on prend encore en considération le développement des pays tiers-monde, etc., l'augmentation de la consommation que ça engendra, est-ce qu'on pourrait le couvrir avec ce nouvel système? Oui, je pense. Oui, je le pense. Oui. Je le pense. Parce que, je vous dis, les ressources qu'on a en termes de renouvelables sur la planète, elles sont fantastiques. Hein. Les bons champs, mais les ressources très généreuses. Donc pour moi, ça ne poserait pas de problème. Bien entendu, il y aura des investissements aussi considérables parce qu'il faut tout électrifier. Bon, le transport terrestre, on voit, il est en train de s'électrifier à une vitesse phénoménale. Là, maintenant, on a l'impression que ça s'accélère tous les jours. Où on va avoir des gros problèmes dans l'électrification, c'est plus l'aérien, au niveau des transports là. Donc ça, pour moi, ça implique que les constructeurs devraient développer peut-être des avions à hydrogène, en fait, maintenant des moteurs à hydrogène. Bon, on sait le temps que ça prend de développer un tel moteur, donc il devrait peut-être y aller. Hydrogène qu'on pourrait produire à partir d'électrolyse de l'eau, de sources vertes. Donc il y aurait des challenges techniques, ça prend un peu de temps, en fait. Mais je pense que c'est jouable, ouais. C'est jouable. Mais ce qui peut accélérer vraiment les choses, c'est de dire, voilà, maintenant on a la main mise sur une source d'énergie renouvelable, des sources d'énergie renouvelable, où c'est vraiment pas cher, quoi.
tout compris, quoi. C'est vraiment pas. Et ça, je pense que ça va passer par un réseau électrique international. Et si vous regardez les Chinois, je trouve qu'ils réfléchissent très bien en termes de politique énergétique maintenant. Je pense que les Chinois l'ont compris en fait, puisqu'ils viennent depuis plusieurs années dans des sommets internationaux avec cette idée en fait de construire cette grille électrique internationale. Donc pour moi, elle va se construire. Hein. Les Chinois vont y aller parce que j'avais discuté avec des Chinois de State Grid Corporation of China qui étaient justement à ces événements. Enfin, c'est le troisième pour lequel je vais parler de Global Grid pour le Climate Parliament. Donc j'ai déjà eu l'occasion de les rencontrer, des très très hauts dirigeants de ces compagnies-là, où c'est plus d'1 million de personnes, hein, State Grid Corporation of China. Et eux, ils veulent y aller. Hein. Ils veulent y aller. Ils n'ont pas de problème de financement, rien. C'est juste un problème de permis pour la construire. Hein. Enfin, il y a une petite anecdote. Hein. Ils voulaient construire, en fait, je pense, une ligne de 10 gigawatts, donc 10 réacteurs nucléaires entre la Chine et l'Europe. Il a vu que l'Europe était là. Et on leur avait dit, oui, mais attends, les gens qui s'occupaient, hein, c'est une histoire vraie, des réseaux de transmission en Europe, disent, ah non, ça on peut pas faire. T'imagines une ligne de 10 gigawatts, tu es au-delà de nos réserves primaires d'électricité. Donc s'il y a un accident sur le réseau européen, vous avez une certaine réserve, l'ordre de 3000 je pense, et vous êtes au-delà, donc il y a un problème. Ben, ils sont revenus, 1 ou 2 mois après, ils avaient un projet pour 2 lignes de 10 gigawatts. Donc si on en perdait une, ben, il y avait l'autre, donc il n'y avait jamais cette discontinuité de 10 gigawatts. C'est ça la Chine. Donc ils vont venir avec ça, et je pense que ça va se construire, ils vont y aller, à mon avis, en investissement direct, des trucs très ambitieux, Chine-Australie, Chine-Asie du Sud-Est, Chine-Inde, je les ai entendus discuter vraiment de projets. Moi je me demande en fait si l'Europe ne va pas louper le coche, comme ça. L'Europe toujours étant un peu en arrière au niveau énergie, hein, je veux dire, c'est quand même l'Europe qui a discuté du fait qu'on devait ajouter des biofuels dans l'essence. Hein. Quand on fait les calculs, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, ils sont complètement en arrière. Hein. Dans ce truc-là. Donc je pense qu'ils vont louper le coche au profit des Chinois qui font des meilleurs choix. Plus malins en fait. Et je les ai vus parler de la techno qu'ils développaient pour ces Global Grid. C'est vraiment super. Hein. Et donc je ne vois même plus des compagnies, des grosses compagnies dans le domaine de l'électricité, des champions européens type Siemens, ABB, pouvoir faire face à ces gars-là. Hein. Parce que vraiment, leur réalisation technique qu'ils font, notamment en termes de grille continue, c'est vraiment extraordinaire. Hein, extraordinaire. D'autres questions ? Bonjour. Là, c'est marqué 50 trillion plan. Est-ce que vous avez chiffré pour les Chinois ce que ça coûterait, ce grid mondial? Ouais, le 50 trillions, je ne sais pas d'où il vient, il n'a pas de sens non plus. Justement, parce que ça dépend, qu'est-ce que vous entendez par un réseau électrique. Il est clair, si vous voulez gérer une fluctuation intrajournalière du PV avec une global grid en jouant sur les transports entre l'Europe et les États-Unis, ben, il faut d'abord calculer le nombre de liens qu'il faudrait. Hein. Donc, quelle est vraiment la taille de cette infrastructure, le nombre de lignes. Donc, le 50 trilliards, pour moi, ça ne va pas. Ce qu'il faut pour que ça avance, ce truc-là, il faut venir avec des projets phares ambitieux, soutenus par les gouvernements, des grands liens très ambitieux. Il faut aller dans des liens de 3-4 000 kilomètres en câble, en fait. Les 300-400 kilomètres sont déjà résolus, on sait le faire en Europe. Et des pièces d'équipement un peu phares, soutenue par des pouvoirs politiques qui permettent à une industrie de se lancer en fait. Et une fois qu'elle a la techno, alors je pense que ça peut aller beaucoup plus facilement par la suite. Mais ce dont on a besoin, c'est même pas un plan chiffré ou des choses comme ça, c'est de projets phares ou ambitieux. Pourquoi pas des liens entre l'Europe et le Groenland, des liens entre l'Europe et les États-Unis, un seul au départ. Oui. Pardon, mais s'il ne parle pas dans le micro. Je voulais demander qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau transport. Moi, je suis de la RTD Transport, direction de transport. Et donc, on est en train de justement travailler sur l'électrification, la fuel cell. On entend parler évidemment de alternative fuels, comme vous dites, biofuels. Biofuel t'oublie, ouais. Complet. Ça, c'est vraiment l'ineptie de la transition énergétique. Je le redis encore une fois, ça me semble impossible d'avoir fait de telles erreurs. C'est incroyable.
Je ne peux voir que des lobbies dans le domaine agricole qui ont poussé pour ça, c'est incroyable. Et je pense que quand on réécrira l'histoire de l'énergie de cette période-ci, parce que les historiens auront beaucoup à raconter de cette période-là et de certains mauvais choix catastrophiques qui ont été faits. Maintenant, ce qui arrive vraiment dans le transport, c'est la batterie, c'est le véhicule électrique. C'est marrant parce qu'au début des années 2000, tout le monde aurait pu penser qu'au niveau transport propre, ça aurait été des voitures à hydrogène. Personne ne l'avait vu venir, la voiture à batterie. Toyota avait d'ailleurs investi des fortunes pour construire des voitures à hydrogène. Ça a des difficultés à décoller. Cette filière a des difficultés à décoller. Et ça reste une des incertitudes de la transition énergétique. Quand est-ce qu'elle va se décoller? Quand est-ce qu'elle va décoller maintenant? Mais maintenant, les voitures électriques à batterie, bon, elles sont parties, elles sont moins chères, elles sont plus simples à faire. Et c'est un mouvement qui ne s'arrêtera pas, ouais. Ne s'arrêtera pas, ouais. Bonjour. Je ne crois pas avoir bien compris. Qu'est-ce que vous pensez personnellement du nucléaire? Moi, je ne pense rien, j'analyse. Je ne pense rien, j'analyse. Je ne pense rien. Franchement, je ne pense rien, j'analyse. Je suis pas du tout dogmatique, en fait. Je pense que la technologie nucléaire, bon, ça a été beaucoup critiqué. Il y a quand même des choix de réacteurs qui peuvent être beaucoup plus propres, beaucoup plus sûrs. Et je me demande si c'est pas une erreur stratégique, en fait, de l'Europe, d'avoir complètement, en fait, de facto un peu tué cette filière-là. Peut-être un peu trop rapidement. Et puis, il y a une question tabou, extrêmement tabou. Si ton vrai problème, c'est le CO2, c'est un vrai problème social. Pourquoi est-ce que tu tues ta filière nucléaire en même temps? Parce que là, tu vas faire aucun progrès. Tu dois déjà ramer en termes d'installation d'éoliennes PV pour compenser tes 60 réacteurs nucléaires français. Donc, même si tu dis qu'à terme, je vais la tuer, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de décarboner d'abord tout, et puis commencer à tuer ta filière nucléaire, plutôt que de la tuer en même temps que tu veux décarboner, quoi? Donc ça, c'est des questions qui n'ont jamais été bien discutées, en fait. Beaucoup de tabous. Encore une question. Qu'est-ce que vous pensez de la low nuclear energy reaction? J'aimerais bien que ça vienne. Donc, il y a eu cette compagnie américaine, Lockheed Martin, là, qui a fait des annonces fracassantes, là, il y a 2 ans, en disant qu'ils étaient capables de générer un tel réacteur. Vous parlez des réacteurs à fusion basse énergie. Et qui viendrait avec une solution en 2020. Je regarde régulièrement leur site web, en fait, en disant est-ce que ça avance, ça n'avance pas. Écoutez, je vois toujours le même communiqué qui date de 2015, pas un seul rafraîchissement. Il y a plusieurs équipes qui testent au Japon, en Europe et aux États-Unis. Oui, mais eux s'étaient engagés quasi industriellement sur un truc qui fonctionnait, quoi. C'était engagé industriellement. Oui, j'aimerais bien, je trouverais ça super, quoi, mais je ne vois rien venir, quoi. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas attendre, quoi. Pour moi, la solution est là, un bon réseau électrique bien fait, beaucoup d'éoliennes, du PV, ça passera en termes de transition énergétique. Mais je pense que c'est ce réseau électrique là dont on ne le discute pas assez. Ouais. Oui. Allez, la dernière peut-être, la toute dernière. Ok, merci. Et pour revenir à cette question des réseaux et de l'intérêt de la part d'un pays comme la Chine, est-ce que ça, à votre avis, a un lien avec le fait qu'ils sont aussi intéressés à devenir propriétaires ou avec des parts minoritaires dans des réseaux européens? Je pense que pour moi très clairement. Faut aussi pas voir, je pense partout des plans machiavéliques de la Chine partout parce que ils ont aussi beaucoup trop de cash, donc s'ils investissent où ils peuvent investir et en réseau, c'est toujours un truc qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais entre autres, quand tu vois la trajectoire de la Chine en termes de domination du monde des réseaux électriques et que tu la prolonges naturellement, écoute. Tu vois la Chine arriver dans ce domaine-là comme elle est arrivée dans le domaine des télécoms avec Huawei. En Afrique, tu n'as pas un seul réseau qui n'est pas Huawei. Et maintenant en Europe, de plus en plus aussi. Donc oui, tu vois une trajectoire de la Chine qui la met dans une position pour dominer tous les réseaux électriques internationaux. Ça, c'est clair.
Mais non, c'est un choix de l'Europe. Si t'as une Europe, si tu veux, qui préfère voir pousser le colza dans des champs pour le transformer en essence et vraiment dépenser beaucoup de fric pour ça, effectivement, la Chine va prendre le contrôle de cette infrastructure. Si l'Europe est rien plus intelligente, si elle se dit c'est peut-être vers là que je dois jouer plutôt que dans le colza, ça n'arrivera pas. Oui. C'est des choix politiques. Grand merci, on va devoir clôturer. Le temps est là. Merci beaucoup.